étape aujourd'hui de notre séjour dans le pays de Caux. À quelques kilomètres de Fécamp se trouve la verdoyante Valleuse des Petites Dalles. C'est un lieu de villégiature qui fut autrefois un village de pêcheurs, loin des stations balnéaires à la mode. Alexia Maillère et Xavier Tauby nous font découvrir ce petit coin de paradis en Seine-Maritime. Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour ce 6e numéro des informations dont on parle peu. Avant de commencer, je voudrais vous annoncer que cette rubrique va passer en bimensuel. Bimensuel comprenez 2 fois par mois. Je posterai donc mes vidéos le 1er et le 15 de chaque mois. Ceci pour pouvoir plus coller à l'actualité, qui s'accélère, je pense que vous l'avez tous remarqué, mais aussi pour éviter de me retrouver avec 60 informations, ce qui est très lourd à gérer pour moi et très lourd à assimiler pour vous. Mais passons maintenant au sommaire. Je vais donc vous parler d'économie, d'infos internationales et de santé-environnement. Attachez vos ceintures et allons-y. Commençons donc avec l'économie. Je vais vous épargner toutes les dégradations de notes qui sont produites sur les banques européennes et pour les pays de la part des diverses agences de notation. D'ailleurs, on a bien du mal à suivre tant ces dégradations se suivent avec une fréquence qui s'accélère. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai demain matin, donc je vais éviter ça. Mais je vais quand même vous parler des notes qui nous touchent de très près. Puisque le Crédit Immobilier de France, c'est un institut qui réalise des prêts immobiliers, est menacé d'être dégradé de 4 crans par l'agence Moody's. Il doit retrouver un repreneur d'urgence. Selon Figaro, la Banque Postale serait candidate, mais on se demande avec quel argent. Le Crédit Immobilier de France, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une cinquantaine d'établissements, c'est 2500 employés, c'est 2,4 milliards d'euros de fonds propres et c'est une gestion de 33 milliards d'euros de crédit. La Chine s'inquiète de l'Europe, puisque le vieux continent est le premier client des produits chinois. Or aujourd'hui, les consommateurs chinois demandent à retarder leur livraison, en minerai de fer par exemple, ou en charbon thermique, voire carrément à annuler les commandes. C'est pourquoi la Chine demande à l'Europe de s'ouvrir encore plus aux investissements chinois en échange d'aide de la part de ce pays. En fait, la Chine nous demande simplement d'être encore plus dépendante d'elle. Et est-ce que l'Union européenne tombera dans le piège chinois? Je pense que oui. La Commission européenne a donné 2 mois à la France pour mettre en conformité sa législation sur les tarifs du gaz appliqués aux entreprises, sous peine de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. La Commission rappelle que les prix doivent être déterminés par le jeu de l'offre et de la demande. En fait, cette directive, elle devait être transposée dans le droit national avant le 3 mars 2011, ce qui n'a pas été fait pour la France. Donc pour ceux qui croient qu'on peut bloquer les prix de l'énergie impunément et facilement, on leur a menti, tout simplement. L'OCDE, vous savez, c'est cette organisation pro-mondialisation qui pousse pour le libéralisme économique absolu. Eh bien, cette institution appelle la Belgique à réformer l'indexation des salaires. Comprenez, abandonner l'indexation des salaires sur l'inflation. En France, pour ceux qui ne le savent pas, l'indexation des salaires a été abandonnée par le Parti socialiste en 1983 sous Mitterrand. Une trahison de plus des élites envers le peuple. Mais il y a encore plus fort avec l'OCDE, parce qu'elle annonce dans un article daté du 23 mai 2012, je cite, les gouvernements qui favorisent l'ouverture des marchés et résistent au protectionnisme ont toutes les chances de stimuler une croissance économique inclusive et de créer des emplois de valeur. C'est quand même incroyable de lire ceci, après ce qu'a subi par exemple l'Amérique du Sud dans les années 70, 80, 90. Allez leur dire aux Sud-Américains que le libéralisme favorise la croissance. Ils peuvent nous en parler. N'oublions pas par exemple que l'Argentine a fait faillite en 2001 après avoir eu droit à un traitement de choc à base de libéralisation complète. La banque Citibank, qui avait été mise en cause après que des milliers de clients de cette banque avaient perdu ensemble des millions d'euros en 2008 en investissant dans des produits financiers Lehman Brothers. Mais ne vous inquiétez pas pour cette banque, pas de panique, la Cour d'appel de Bruxelles a acquitté lundi Citibank Belgium et son directeur juridique François Staroukine. Donc la justice est passée. Parlons de Renault maintenant. Après avoir déclaré vouloir investir en Chine le mois dernier, Renault compte également investir en Roumanie cette année avec 250 millions d'euros. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre roumain Victor Ponta le 17 mai après avoir rencontré les représentants du constructeur. Mais ce n'est pas tout, parce que Renault a également signé un accord avec le gouvernement algérien pour construire une usine en Algérie
Donc on voit bien que Renault se prépare à s'installer à l'étranger et à abandonner la France petit à petit. Parlons un petit peu de Hewlett-Packard, puisque c'est véritablement un scandale qui est en train de se préparer, car cette entreprise qui a eu un bénéfice net au deuxième trimestre de 1,59 milliard de dollars s'apprête à supprimer 27 000 postes dans son entreprise. C'est le cas typique d'un licenciement boursier. Scandaleux. La consommation d'électricité pour les ménages au deuxième semestre 2011 a augmenté de 5,4% par rapport au même semestre un an plus tôt. Le prix moyen pour 100 kW atteint désormais 14,2 euros selon les données publiées par Eurostat. Pour le gaz domestique, l'Office de statistique de l'Union européenne annonce une augmentation de 12,3%. La France fait partie des pays dans l'Union des 27 qui a connu les plus fortes hausses du prix de l'électricité, mais on est encore bien loin de la Lettonie qui a fait plus 27,5% pour le prix de l'électricité et plus 12% pour le gaz. L'Espagne poussée au sauvetage public le plus cher de son histoire avec Bankia. Je vous en parlais déjà le mois dernier. Donc le résultat, c'est que cette banque a demandé une aide à l'État de 19 milliards d'euros. C'est un montant record dans l'histoire du pays. Et ce n'est pas fini pour le contribuable espagnol parce qu'il va falloir maintenant assurer tous les actifs pourris de cette banque. Mais on apprend maintenant que l'Espagne va bénéficier d'un plan d'aide de 100 milliards d'euros dont la France est garant à 20%. Donc à votre avis, qui va rembourser cet argent? C'est vous et moi, bien sûr. Et cet argent prêté aux banques espagnoles ne va pas servir à relancer l'économie, mais juste à payer les dettes. Alors la bourse a fortement rebondi le 11 juin en apprenant ce prêt. Elle est montée jusqu'à 3%, plus de 3%. Madame Parizeau s'est félicitée de ce plan de sauvetage. Mais bon, il a quand même fini la journée à moins 0,29%, il me semble, hein. De toute façon, dans quelques semaines, ce sera à nouveau le même cirque. L'Espagne redemandera un prêt. De vous à moi, le système est foutu. Le 23 mai dernier, entre 9 heures et 10 heures du matin, à l'heure de la côte est des États-Unis d'Amérique, on a assisté à une manipulation du cours de l'argent. La preuve, c'est l'équivalent des 2 tiers de la production mondiale de l'argent qui a été déversé sur le marché boursier en 1 heure. Est-ce encore une manipulation de Blightmaster sur le cours des métaux précieux? Les délocalisations continuent, mais bon, selon Bayrou, ce n'est pas la cause de la crise actuelle, hein. Ce type n'a absolument rien compris. Enfin bon, les Allemands de Siemens ont annoncé ne plus vouloir produire de disjoncteurs électriques en France. La production va être délocalisée en Inde, en Chine et à Berlin. Résultat, l'usine Siemens de Grenoble va disparaître. Je vais vous épargner ici la liste des entreprises qui licencient en ce moment. C'est comme pour les dégradations des notes des banques, etc. On n'arrive plus à suivre, tellement il y en a. Mais selon une enquête d'Usine Nouvelle, plus de 23 500 emplois sont menacés, dont 2 tiers dans la filière automobile. Je vous laisse voir cette carte qui montre les 30 sites industriels les plus en danger actuellement. Parlons un petit peu de la relation entre la Grèce et la France. Si vous voulez comprendre pourquoi la France s'accroche mordicus au fait que la Grèce ne sort pas de la zone euro, regardez le graphique suivant. Les banques françaises sont gravement exposées en Grèce. Voilà pourquoi il n'y a aucun débat chez nous sur la sortie de la Grèce de l'eurozone. Mais la France ne craint pas seulement pour ses banques en Grèce, mais aussi pour son excédent commercial, parce que la Grèce est le 5e pays le plus important pour nous, dans lequel nous avons un excédent commercial de 1,9 milliard d'euros. La société Technicolor a déposé son bilan le 25 mai dernier. Du coup, cette entreprise intéresse des repreneurs, dont JP Morgan, mais aussi Vector Capital. Et pourquoi ces entreprises sont intéressées pour reprendre Technicolor? Parce qu'elles voudraient récupérer les quelques 42 000 brevets de cette entreprise. Donc pour le moment, le conseil d'administration de Technicolor a refusé l'offre de JP Morgan. Mais en tout cas, cette entreprise française va passer sous pavillon étranger. Les immatriculations de voitures particulières ont chuté de 18,4% entre janvier et avril 2012. En même temps, les ventes des 407 usines françaises d'équipements automobiles au premier trimestre a chuté de 8%. Parlons un petit peu des emprunts de la France, parce que si on va sur n'importe quel site de bourse ou d'économie, on s'extasie complètement sur le taux d'emprunt de la France actuellement. On est content, la France a emprunté 7,8 milliards d'euros d'obligations à long et moyen terme avec des taux en baisse. C'est génial. On a levé, alors attendez,
On a levé 3,48 milliards d'euros à échéance de 2022 à un taux de 2,46%. On a levé 1,96 milliard d'euros à échéance d'avril 2026 avec un taux de 2,9%. On a levé 685 millions d'euros à échéance d'avril 2060. C'est génial, avec un taux de 3,2%. C'est génial. Le seul problème, c'est que d'abord, cet argent, il n'est pas fait pour relancer notre économie, puisqu'il est fait pour payer les retraites, payer les fonctionnaires, payer les intérêts de la dette, mais qu'il va bien falloir rembourser cet argent. Et ce n'est pas avec une croissance nulle qu'on va rembourser tous ces prêts, n'est-ce pas? Ça y est, l'Euro 2012 de football a commencé. Et on a appris que chaque joueur de l'équipe de France recevra 100 000 euros si la France sort des poules, soit 3 matchs. 3 matchs, 100 000 euros. Ouh, c'est bien payé, hein. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en cas de victoire en quart de finale, chaque joueur recevra 50 000 euros. 50 000 euros le match. Et ensuite, 70 000 euros en cas de qualification en demi-finale et 100 000 euros en cas de victoire finale. C'est vachement bien payé le football, hein. Surtout pour des gars qui, dans la majorité, n'ont absolument rien dans la tête. C'est des sommes scandaleuses, quoi, surtout dans la période dans laquelle on est et avec les résultats de l'équipe de France depuis plusieurs années. Pour terminer cette rubrique économie, je voudrais vous signaler le film Margin Call, qu'on pourrait traduire par l'appel de la marge. Alors c'est un excellent film qui retrace la nuit précédant le krach de 2008. Donc toute ressemblance avec une banque type Lehman Brothers est fortuite. Le film est sorti en mai, mais vous pouvez encore le voir si vous vous dépêchez. Très très bon film. Passons maintenant aux informations internationales et commençons avec l'Iran. On a appris que la marine iranienne est venue en aide à un cargo US attaqué par des pirates au large des côtes des Émirats arabes unis le 22 mai dernier. Et en remerciement, le président Barack Obama a donné l'autorisation le 1er juin de procéder à des cyberattaques contre l'Iran. C'est vraiment sympa ça. Normal, hein, remarque, hein, mais bon, ne vous y tromperez pas, hein. C'est comme on vous dit, les méchants, c'est l'Iran, les gentils, c'est les Américains. On continue avec Obama toujours, qui avait persuadé Israël de ne pas attaquer l'Iran il y a quelque temps, contre de nouvelles sanctions extrêmement sévères. Il vient de prendre la décision de faire un blocus aérien et naval contre l'Iran. Cette décision extrêmement grave pourrait nous faire prendre le chemin de la Troisième Guerre mondiale. L'Iran termine la construction d'un nouveau centre spatial qui lui permettra bientôt de lancer davantage de satellites construits à l'intérieur du pays, comme l'a annoncé le ministre iranien de la Défense Ahmad Vaidi. C'est la première fois qu'un responsable iranien confirme que l'Iran construit un nouveau centre spatial dans un contexte de crise entre l'Occident et Téhéran. Les ambitions iraniennes en matière spatiale constituent aussi une cause d'inquiétude pour les Occidentaux en raison des possibles applications militaires. La technologie utilisée pour lancer les satellites en orbite peut servir dans les fabrications d'ogives. Dernière information à propos de l'Iran et des USA. Alors là, c'est un caillou dans la chaussure de l'Iran, puisque celle-ci a minimisé la portée de l'uranium à 27% découvert à Fordo. L'Iran a estimé que la découverte par l'Agence internationale de l'énergie atomique de traces d'uranium enrichi à 27% sur son site nucléaire de Fordo était une question technique insignifiante, montée en épingle par les médias. Il n'en faut pas beaucoup plus pour l'OTAN et pour les Américains et ses alliés pour déclencher une guerre. L'Iran devrait quand même faire très attention. Un article intéressant sur mondialisation.ca qui fait un parallèle entre la Russie et le Canada en ce qui concerne le droit de manifester. Donc au Canada, on a adopté une loi, c'est la loi 78, le 18 mai dernier. Cette loi qui contraint les manifestants à faire une demande par écrit à la police pour indiquer la date, l'heure, la durée, le lieu, ainsi que, le cas échéant, l'itinéraire de la manifestation. Et ensuite, elle doit donner les moyens de transport utilisés à cette fin. Et ensuite, le gouvernement donne le droit ou pas d'autoriser cette manifestation. En Russie, c'est à peu près la même chose, avec des amendes très lourdes pour les responsables de manifestations non autorisées. Alors que s'est tenue le 3 avril 2012 à Paris une conférence sur les phénomènes mafieux, le Parlement européen vient pour sa part de se doter d'une commission spéciale chargée d'enquêter sur le crime organisé en Europe.
Donc son mandat d'un an lui permettra d'étudier et d'évaluer l'impact de ce phénomène sur l'économie et la société européenne. Détournement de fonds publics, blanchiment d'argent, infiltration du système financier. Eh bien, espérons que les premières enquêtes porteront sur les responsables européens eux-mêmes. En tout cas, selon un rapport, les relations étroites entre entreprises et gouvernements ont favorisé la corruption et entravé la stabilité économique en Europe, souligne un rapport publié à Bruxelles par l'organisation anticorruption Transparency International. Le rapport, qui est intitulé Argent, pouvoir et politique, les risques de la corruption en Europe, dénonce un déficit de transparence dans les prises de décision et le financement des partis politiques. 19 pays sur les 25, sur 25 examinés, n'ont toujours pas réglementé les activités de lobbying et seulement 10 d'entre eux interdisent totalement les contributions politiques non déclarées, souligne le rapport. Au Mali, le pays fait face à la pire situation des droits humains depuis 50 ans, selon Amnesty International. Donc après 20 ans de relative stabilité, le Mali a fait face à un coup d'État le 22 mars dernier. Les conséquences sont que des centaines de milliers de personnes ont été déplacées par les affrontements au nord du Mali et des dizaines ont été victimes de détentions arbitraires, d'exécutions extrajudiciaires et de violences sexuelles. Je vous donne un lien vers une interview intéressante de deux personnes originaires du Mali, nous expliquant ce qu'il se passe dans ce pays. Et c'est bizarre que BHL ne dise rien à propos de ce conflit, puisque c'est une conséquence directe de la guerre en Libye. Les immigrés européens affluent en Allemagne. 842 000 étrangers en 2011. Les Grecs sont désormais 23 779, soit plus 90% en 2011. Les Espagnols sont 20 000, plus 52%, et les Polonais sont 163 000, plus 42%. Tandis que des mesures d'austérité et de réduction des dépenses sociales sont au cœur des débats dans le monde entier, un rapport de l'UNICEF révèle l'ampleur de la pauvreté et des privatisations qui touchent les enfants dans les économies avancées. Donc en France, le rapport dénombre 10% d'enfants pauvres, tout en sachant que la France a le record des dépenses sociales. Donc imaginez ce qui se passera quand on aura coupé drastiquement dans le budget. Ça va saigner. La guerre entre le Soudan du Sud et le Soudan pour le contrôle du pétrole aura bien lieu. Voyez cet article qui nous explique que tout ceci était prévu de longue date. Le Qatar continue d'investir en France, et très fortement, avec notamment la chaîne Al Jazeera France qui va bientôt démarrer, le rachat des droits TV de football, les créations des chaînes sportives Being Sport. Donc on voit bien que les investissements des Qataris en France continuent d'augmenter. Le mois dernier, je parlais de la Lloyd qui tirait la sonnette d'alarme à propos de l'exploitation du pétrole en Arctique et de la catastrophe que serait une fuite de pétrole dans cette partie du monde. De cela n'arrêtera pas les multinationales du pétrole, vous pouvez être tranquille, puisque les Russes de Rosneft et le Norvégien Statoil envisagent d'engager conjointement de 65 à 100 milliards de dollars pour l'exploitation d'un gisement de pétrole et de gaz situé sur le plateau continental arctique. Ceci a été annoncé par le PDG de Rosneft, Eduard Koudianatov, et qui a annoncé aussi qu'il allait s'associer à l'américain ExxonMobil pour coopérer en Arctique, en Sibérie et dans la mer Noire. Parlons un petit peu d'Israël et de l'aviation israélienne qui a attaqué les populations à Gaza. Deux Palestiniens, un enfant et un sexagénaire ont trouvé la mort. Cela porte à 18 le nombre de tués dans les frappes israéliennes depuis le 1er juin et 30 blessés, dont 6 grièvement. Ce nouveau cycle de violence entre l'armée israélienne et les groupes armés de Gaza a été déclenché par l'élimination ciblée de Zouer al-Qaïsi, qui est un chef des comités de résistance populaire. C'est un mouvement basé à Gaza et qui prône la lutte armée contre Israël. Enfin, quand même, Israël a fait un beau strike avec des tirs vraiment ciblés. On pourrait appeler ça même des frappes chirurgicales sur Gaza et la mort de cet enfant et de ce sexagénaire. Toujours Israël, qui est en train d'équiper les sous-marins fournis par l'Allemagne avec des missiles de croisière à tête nucléaire, comme l'affirme l'hebdomadaire allemand Der Spiegel le 4 juin. D'après le magazine, Berlin a toujours nié que ces sous-marins puissent faire partie de l'arsenal nucléaire israélien. Mais selon Der Spiegel, d'anciens hauts responsables du ministère de la Défense allemand lui ont assuré que le gouvernement avait en fait toujours pensé qu'Israël équipait de munitions atomiques les submersibles d'attaque de classe Dolphin. Le Canada, accusé de complicité de torture,
dans un rapport de l'ONU. Ceci fait suite aux attentats du 11 septembre 2001. Ce rapport du comité condamne la pratique du Canada au cours de la mission de combat en Afghanistan. Cette pratique, c'est de remettre les prisonniers aux forces de sécurité afghanes, tout en sachant qu'il y avait un risque substantiel que ces prisonniers soient torturés. Fuite de pétrole au Canada. Les ressources en eau potable d'environ 90 000 habitants de la ville de Red Deer, en Alberta, dans l'ouest du Canada, sont menacées par une fuite de pétrole. L'écoulement provient de la rupture d'un oléoduc. Cette installation vieille de 50 ans a cédé, déversant entre 160 000 et 480 000 litres de brut léger sulfuré dans un affluent de la rivière Red Deer, a indiqué la compagnie Plains Midstream Canada qui exploite l'oléoduc. Voilà ce qui arrive quand on confie l'exploitation d'un oléoduc à une compagnie privée. Une visite de diplomate du royaume du Bahreïn au siège de l'OTAN. Ça c'est rigolo ça. C'est le 3 et 4 avril dernier. La division d'affaires politiques de sécurité de l'OTAN a organisé une visite au siège de l'Alliance pour un groupe de diplomates du Bahreïn. Vous savez, c'est cette monarchie où il y a des manifestations et des tueries depuis 14 ou 15 mois. Eh bien, ils étaient en visite à Bruxelles dans le cadre des activités de diplomatie publique menées par l'OTAN au titre de l'initiative de coopération d'Istanbul. Enfin, c'est normal en même temps, hein, c'est pas comme s'il y avait une révolte là-bas, hein. Réprimée dans le sang en plus. Parlons de la nouvelle loi du travail qui a été mise en place au Venezuela. Cette nouvelle loi a été signée le 30 avril 2012 et elle a été célébrée en grande pompe par les travailleurs vénézuéliens le 1er mai dernier. Donc ça, c'est un vieux rêve qui est devenu réalité au bout d'un débat citoyen qui a duré près de 3 ans là-bas. Plus de 19 000 propositions ont été remises par toutes sortes d'organisations de travailleurs, de syndicats, de coordination, à la commission présidentielle chargée d'élaborer le projet. Avec la constitution bolivarienne, c'est le texte de loi qui a le plus bénéficié de la participation populaire. Après, on va dire que le Venezuela n'est pas une démocratie. Voici une liste, pas complète, hein, des droits dont bénéficient les travailleurs maintenant au Venezuela. Donc, santé et éducation gratuite, protégée par le revenu du travailleur, la durée du travail qui passe de 44 à 40 heures, 6 mois de congé pré- et post-natal, la sous-traitance du travail qui est interdite, le patron qui devra payer plus s'il licencie, 15 jours d'indemnité de vacances, 4 jours fériés de plus, et enfin des vacances obligatoires, et enfin les entreprises vont passer sous contrôle ouvrier, etc., etc., etc. Les drones US ont tué 15 personnes dans le nord du Waziristan le 4 juin dernier. C'est la 8e attaque de drones au Pakistan depuis le sommet de l'OTAN à Chicago. Les officiels du Pakistan annoncent que les 15 corps sont impossibles à identifier et que l'on ne sait même pas de quelle nationalité ils sont. Ces attaques ne vont pas améliorer les relations entre le gouvernement US et le gouvernement du Pakistan, qui sont déjà bien en froid. Et les Pakistanais, pour protester, font payer la traversée de leur pays par les troupes étrangères au prix fort. Commençons la rubrique santé-environnement avec une nouvelle de l'EFSA, c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui retoque l'interdiction de culture du maïs transgénique MON 810 en France. Le groupe OGM de l'Autorité européenne de sécurité des aliments estime que compte tenu des documents fournis par la France, il n'y a pas de preuves scientifiques spécifiques en termes de risque pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement. C'est génial ça. Quand on vous dit que l'Europe ne protège pas du tout, le lien bisphénol A et cancer du sein est confirmé. Fin 2011, l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, publie un rapport sur la toxicité du bisphénol A. On sait aujourd'hui qu'en plus de sa toxicité, il est vecteur de cancer du sein, selon une étude sur les primates parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Science. Les scientifiques à la tête de cette expérience ont ainsi exposé des femelles macaques à une faible dose de BPA. Remarquez comme les choses sont bien faites puisque pratiquement au même moment, la marque Tupperware, spécialisée dans les contenants et les accessoires de cuisine en plastique, a décidé de supprimer le bisphénol A de ses produits. En attendant, le nombre de produits Tupperware qui sont utilisés chaque jour à travers le monde vont continuer à faire monter le nombre de cancers du sein. Les cabines UV pourraient faire 80 morts chaque année en France. Fou! Des médecins français font part de leur inquiétude face aux cabines UV, qui occasionnent la mort de 19 à 76 personnes chaque année sur le territoire national.
Ils appellent à une plus grande sensibilisation sur les risques d'une exposition aux UV. Certains plaident même pour l'interdiction pure et dure des salons de bronzage. Rappelons que chaque année en France, 10 000 nouveaux cas de mélanome, c'est un cancer de la peau, sont déclarés et environ 1600 décès surviennent. L'impact sanitaire de l'exposition aux UV artificiels commence à être estimé avec quelques précisions. Au cours des 30 prochaines années, on attend entre 566 et 2288 décès suite aux expositions dans des cabines UV, soit entre 19 et 76 morts par an. Selon le journal Le Monde, ce ne sont pas moins de 400 produits pharmaceutiques, dont le dentifrice, qui contiendraient des parabènes. Para-hydroxybenzoate de méthyle, E218, ou para-hydroxybenzoate de propyle, E216, dans la recherche par composants. Donc ces conservateurs pourraient avoir des effets cancérigènes, ainsi qu'une incidence sur la fertilité masculine. Une bonne nouvelle pour ceux qui habitent dans la Meuse, près de Bure. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, prépare dans son laboratoire le stockage des déchets nucléaires à longue durée de vie. Un centre industriel pourrait ouvrir d'ici 2025. En tout cas, ce laboratoire existe depuis 1999 et compte 800 mètres de galeries forées. Les déchets doivent être entourés d'une couche d'argile de 130 à 170 mètres. Pour le moment, les tests consistent à prouver la stabilité du milieu pour les 1 million d'années au moins. Des thons rouges présentant des taux élevés de césium, une matière radioactive, ont été trouvés en Californie. Ces poissons venaient du Japon et ont été contaminés par la catastrophe de Fukushima. Un rapport de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, baptisé Phytomère, a été présenté le 30 mai à Paris et il montre que les agriculteurs, et en particulier les viticulteurs, peuvent subir une perte de leur capacité cognitive ainsi que des déficiences cérébrales en raison de leur contact avec les pesticides. Cette étude, financée par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, s'appuie sur une enquête portant sur un échantillon de 929 agriculteurs âgés de 42 à 57 ans. Ces derniers, exerçant dans le département de la Gironde, ont été suivis sur 12 ans. Après 4 ans, des tests neuropsychologiques révèlent que certains vignerons montrent déjà des signes de baisse de performance cognitive. Cela se manifeste entre autres par une baisse de la mémoire, une baisse de la concentration ou une baisse de la vigilance. Les derniers relevés de l'étude font état de 50% des vignerons concernés par une détérioration notable du fonctionnement du cerveau. La France envisage d'interdire le pesticide Cruiser OSR, mis en cause dans 2 études. Le coupable porte un nom barbare, néonicotinoïdes. Il s'agit d'une classe de pesticides largement utilisée depuis les années 90 et dont la nocivité pour les abeilles et les bourdons vient d'être prouvée par 2 études françaises et britanniques. Le ministère de l'Agriculture annonce qu'il envisageait d'interdire le Cruiser OSR du groupe suisse Syngenta qui contient du thiamethoxam. En tout cas, Paris attendait fin mai l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour savoir s'il retirait la mise sur le marché de ce produit. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler d'Éric Raoult quand même, le député UMP qui propose la candidature de Sarkozy au prix Nobel de la paix. Bon Ricky là, t'as tellement fait dans toute ta carrière politique pour le bien commun, t'as tellement bien travaillé, c'est vraiment temps que tu prennes ta retraite hein. Comme tu l'as déclaré, Israël est plus important que les retraites. Donc je te propose que tu ailles passer tes vieux jours là-bas. Et puis surtout, ne reviens pas. D'accord Ricky ? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous signale que vous pouvez me suivre sur mon site internet info-libre.fr ainsi que sur ma page Facebook. Mon nom c'est info-libre. Donc rendez-vous le 1er juillet prochain et d'ici là, restez informés. A très bientôt.